Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Les territoires aussi animés et complexes que ceux d'un quartier, d'une ville ou d'une agglomération, et qui concentrent un éventail de politiques destinées à assurer leur développement, nécessitent, à l'évidence, que des activités d'étude et d'évaluation soient engagées pour la conduite de l'action publique. En effet, ces activités permettent aux acteurs politiques et administratifs, mais aussi à ceux de la société civile, d'asseoir leurs opinions et leurs décisions sur des données factuelles consolidées et actualisées, afin de mieux saisir comment évoluent les phénomènes sociaux et d'appréhender les effets des politiques menées. La question des délinquances et des réponses construites pour y faire face, Dieu, 2016, est également concernée par cette exigence de rationalité. En effet, ces problèmes peuvent être considérés comme des phénomènes sociaux comme les autres, susceptibles d'être analysés et pris en charge par des mesures inscrites dans la continuité, en dépit de l'instrumentalisation politique dont ils font généralement l'objet. Il ne s'agit pas pour autant de prétendre dépolitiser le couple délinquance-insécurité. En effet, toute politique publique se construit et se met en œuvre à partir d'une anthropologie particulière et de valeurs fondatrices. Prendre en compte la politisation est indispensable pour comprendre pourquoi et comment la thématique des insécurités liées au crime devient à un moment précis objet de politique publique. Dans ce cadre, les acteurs du champ politique peuvent s'accorder ou au contraire s'affronter sur les causes supposées du crime, sur les réponses à mobiliser, ainsi que sur les moyens humains et financiers à y consacrer. Cette politisation ne se cantonne cependant pas à un simple combat idéologique et/ou politique. Les confrontations comme les consensus se fondent sur la mobilisation d'un certain nombre de connaissances, discutées et vérifiées, extérieures au champ politique. Faut-il pour autant s'en remettre uniquement aux experts ? Cette question qui concerne aujourd'hui de multiples domaines de l'action publique se pose également pour l'analyse des problèmes de délinquance. Le développement d'un champ de l'expertise sur les questions de sécurité et de prévention, contribuant à alimenter la décision et l'action publique, demeure, en France, un phénomène relativement nouveau et inabouti. De même, le développement de savoirs universitaires institués sur le crime, c'est-à-dire d'une criminologie reconnue dans le champ intellectuel et académique, apparaît encore loin de faire consensus, contrairement au monde anglo-saxon où coexistent explicitement plusieurs traditions de recherche. Pour cet ensemble de raisons, et sans doute pour quelques autres, le champ français de l'expertise sur la délinquance apparaît aujourd'hui particulièrement diversifié, voire balkanisé. On peut interpréter cet état de fait comme un signe positif, si l'on considère que la pluralité des points de vue constitue une source d'enrichissement pour le débat public. Néanmoins, cette diversité rend souvent inaudibles, pour le corps social et les acteurs administratifs et politiques, les différents discours construits sur la délinquance. 1. Une expérience d'expertise universitaire. Les éléments présentés dans cet ouvrage s'appuient sur l'expérience d'une équipe universitaire en matière de méthodologies appliquées à l'analyse de la délinquance et des politiques publiques de sécurité. De sa création en 1977 jusqu'à son intégration en 2010 dans une structure fédérative, le Centre d'études et de recherche sur la police, CERP, de l'Université Toulouse-Capitole a contribué au développement de la recherche sur ces thématiques, en accueillant pendant longtemps la seule équipe universitaire française spécialisée dans l'étude sociopolitique de la police et des questions de sécurité. Son développement s'est notamment traduit par la constitution d'une équipe d'enseignants et de chercheurs associant universitaires, doctorants et professionnels, la constitution d'un centre de documentation, la publication de recherches et la participation aux principales revues scientifiques, la direction des collections Sécurité et Société et République et Sécurité, aux éditions L'Harmattan ayant accueilli une trentaine d'ouvrages, ainsi que la parution d'une quinzaine de livres chez d'autres éditeurs. À côté de cette activité somme toute classique pour un centre de recherche, le CERP s'est engagé dans la mise en place d'une expertise universitaire. Ce livre a bénéficié des savoirs capitalisés à la suite d'interventions réalisées auprès des services de l'État et des collectivités territoriales, pour les assister dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de leur politique locale de sécurité et de prévention. Cette inscription dans le domaine de l'expertise a permis à la fois de valoriser auprès des acteurs institutionnels
les activités purement universitaires d'enseignement et de recherche, de disposer de terrains d'enquête et de stages pour les doctorants et les étudiants, de favoriser l'insertion professionnelle de ces derniers au niveau des emplois de chargés de mission coordonnateurs des politiques de sécurité et de prévention, mais aussi d'accéder à des ressources financières pour pallier à l'insuffisance endémique des crédits alloués à la recherche universitaire. Cette activité d'ingénierie locale a été initiée à la fin des années 1990, à la faveur du lancement des contrats locaux de sécurité, CLS. Ce dispositif partenarial avait vocation à rassembler les acteurs de la sécurité et de la prévention d'un territoire, un quartier, une commune, une agglomération, un réseau de transport, dans un plan d'action. Pour conclure un tel contrat, les responsables du dispositif, le préfet, le maire et le procureur de la République, avaient pour obligation de réaliser ou de faire réaliser un diagnostic local de sécurité, DLS. En 1999, la ville de Toulouse, suite à la vague de violence urbaine de décembre 1998, décide dans l'urgence de mettre en place un CLS et fait établir le DLS par un service du ministère de l'Intérieur, l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure, IHESI, qui associe alors le CERP pour mobiliser les ressources d'une équipe universitaire locale, déjà partenaire de l'Institut depuis sa création dans le cadre de son programme de recherche commandité. Le CLS de Toulouse est finalement signé en octobre 1999. En décembre 2000, une trentaine de communes de l'agglomération toulousaine, formant alors avec Toulouse le territoire d'intervention du 3e contrat de ville, ont souhaité à leur tour mettre en œuvre ce dispositif. Un appel d'offres est lancé, aboutissant à confier au CERP la réalisation du diagnostic. Le DLS périurbain de l'agglomération toulousaine, hors ville de Toulouse, a été réalisé au premier semestre 2001 par une équipe de chercheurs, de doctorants et d'étudiants. Ce fut un diagnostic original, notamment parce qu'il a constitué une première expérience en la matière pour ce laboratoire universitaire toulousain, Dieu et Domingo, 2003. Le contexte de moindre pression politique et sociale pour la réalisation de ce DLS, ainsi que le nombre important d'enquêteurs mobilisés a permis d'améliorer sensiblement la qualité générale de ce diagnostic, remarqué d'ailleurs par le Centre international de prévention de la criminalité, CIPC, dans le cadre de son bilan international sur les diagnostics locaux de sécurité, CIPC 2005. Une des préconisations du DLS résidait dans la création d'un observatoire local de la délinquance, afin de pérenniser cette expérience d'ingénierie, accueillie positivement par les acteurs locaux. Cette préconisation fut appliquée, à partir de février 2002, avec la création de la MODA, Mission d'observation de la délinquance de l'agglomération toulousaine, à l'échelle du territoire du 3e contrat de ville, c'est-à-dire sur l'aire géographique des deux CLS, Toulouse et périurbain, avec comme chargé de mission l'un des membres de l'équipe d'enquête du diagnostic et comme responsable scientifique, le directeur du CERP. Jusqu'à sa cessation d'activité en 2008, au moins pour le cadre défini initialement, la MODA a apporté un appui méthodologique aux acteurs de l'agglomération toulousaine. Conjointement, le CERP a été mobilisé entre 2005 et 2010 pour réaliser une douzaine de diagnostics locaux dans des départements du Sud-Ouest, Tarn, Tarn-et-Garonne, Gers et Landes. Ces diagnostics ont été conduits à la demande des services de l'État sur les territoires départementaux concernés. Si le développement des DLS est intrinsèquement lié à la promotion des CLS dans les années 1990, cet outil s'est ensuite autonomisé afin de répondre à d'autres demandes locales, notamment celles des préfectures confrontées à une injonction étatique centrale. Les commandes concernaient particulièrement la sécurité routière, les conduites à risque, les activités festives, et elles étaient à chaque fois reliées à une instruction de l'État central à destination des préfets, notamment pour la rédaction du plan départemental d'action de sécurité routière, du plan départemental de lutte contre les drogues et toxicomanie ou encore du plan départemental de prévention de la délinquance. Parallèlement, le CERP a été sollicité, à partir de 2005, par la communauté d'agglomération du Grand Rodé, Rodé Agglomération, pour l'assister méthodologiquement dans le fonctionnement de son Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, CISPD.
Cette collaboration renouvelée s'est manifestée notamment dans les domaines de la gestion des incivilités, des violences domestiques, de la sécurité des commerces, de la prévention des conduites addictives et plus récemment, de la radicalisation et de la prise en compte du risque terroriste. Le lien entre sciences sociales, expertise et action publique demeure toutefois controversé, au moins pour certains tenants académiques d'une approche, il faut bien le dire, dogmatique des sciences sociales. Transposé au champ qui nous intéresse ici, ce débat prend une dimension toute particulière puisque, outre les universitaires, certains décideurs locaux ne sont pas favorables non plus à la réalisation d'activités d'expertise par les chercheurs. L'expert universitaire se trouve donc pris entre l'enclume et le marteau, entre le rejet du savant et la méfiance du politique. Max Weber nous enseigne, il est vrai, que le savant ne doit pas s'immiscer dans la vie politique ou convertir son autorité à des fins autres que celles de la science et de la production de connaissances, Weber 2003. Cet idéal professionnel, encore omniprésent dans les communautés académiques, tend aujourd'hui à être transgressé. Le positivisme et plus généralement, tout le cadre épistémologique et déontologique de la recherche semble mis à mal, et certains chercheurs s'attachent à dénoncer ces doubles positionnements. Pour certains, le dépassement de frontières doit cependant être limité afin de garantir la posture positive des activités de recherche. Pour d'autres, plus pragmatiques, ces représentations du métier de chercheur, liées à la seule fonction de production de connaissances dans un cadre désintéressé, sont largement dépassées. La sphère de l'expertise représente de manière exemplaire la posture normative puisque par définition, elle est une aide à la prise de décision et en l'exerçant, le chercheur l'appréhende comme une forme de transgression momentanée de son identité professionnelle, Terry 2005. Les différents chercheurs ayant analysé le rôle des experts dans le domaine de la sécurité n'ont pas réellement défini ce qu'ils entendaient par expert ou expertise, peut-être aussi parce que ce qui est envisagé sous ces termes a considérablement élargi leur domaine d'activité et que les frontières sont assez floues. Il existe plusieurs formes d'expertise, comme l'expertise de service, l'expertise de consensus et l'expertise d'engagement, ce troisième type, qui nous intéresse ici, correspondant à celle dans laquelle un spécialiste est mandaté à la fois pour proposer une analyse scientifique, établir un diagnostic et s'engager sur des propositions pour l'action, réforme juridique, réforme des politiques publiques. Le problème de la neutralité du chercheur et de l'indépendance de la recherche vis-à-vis de l'action publique et du pouvoir politique sont aussi à prendre en compte. D'ailleurs, l'activité d'expertise, aussi désintéressée puisse-t-elle être, est toujours intégrée à une dynamique politique plus vaste. Il ne s'agit pas d'un engagement politique, en tout cas pas directement, mais de la mise à disposition d'un savoir qui peut être utilisé par un pouvoir ou un contre-pouvoir sans que celui qui s'y livre y perde son indépendance d'esprit. Le chercheur peut intégrer une réticence liée à la possibilité d'instrumentalisation de ses constats et de ses analyses à des fins politiques et électorales, notamment lorsque le diagnostic est réalisé pour des collectivités locales. C'est le risque de l'expertise d'engagement que de n'être parfois qu'une caution scientifique d'une nouvelle forme de dédoublement de l'action politique, entre gestion bruyante des affects et poursuite silencieuse de l'entre-soi gestionnaire. En produisant des savoirs techniques de manière scientifique, l'expertise devient une bonne justification pour l'action publique. Le commanditaire peut même être tenté d'exercer certaines pressions sur les résultats qui seront produits. Les expertises sociologiques ne sont jamais à l'abri des valorisations et des partis pris, Terry 2005. En outre, se pose aux chercheurs le problème de l'utilisation ultérieure des résultats de l'enquête d'expertise, dans le cadre de conclusions analytiques et scientifiques. En clair, la réutilisation des données issues de l'observation à des fins plus académiques. Le domaine des politiques publiques de sécurité recèle de nombreux exemples de chercheurs ayant réussi à franchir cet obstacle, à tel point que leur passage par une activité normative est pratiquement passé inaperçu à la lecture des résultats publiés, bien que ces auteurs ne s'en soient pas cachés pour autant. L'expertise universitaire en matière de diagnostics locaux de sécurité est d'ailleurs assez bien représentée dans le paysage global de l'expertise dans ce secteur, bien que minime, pour que certains chercheurs en aient fait eux-mêmes l'expérience. D'ailleurs, le domaine de la politique de la ville a souvent été le lieu du développement d'une expertise universitaire, diagnostic, évaluation, dont certaines conclusions transposées sur le plan scientifique
ont fait pendant longtemps autorité dans le champ académique, comme par exemple, les réflexions sur État animateur, d'Onslow et Estèbe, 1998. Pour les commanditaires, en dépit des inconvénients liés à l'expertise universitaire, temps plus long, enquêteurs moins flexibles, résultats parfois gênants, le recours aux chercheurs peut toutefois présenter différents avantages, notamment en proposant aux décideurs locaux une vision éclairée de la situation d'insécurité et favoriser l'émergence de modes d'intervention protéiformes adaptés à la dynamique sociale locale. Boucher 2006. 2. L'essoufflement des politiques publiques de sécurité. Depuis le lancement de la politique des CLS à la fin des années 1990, le contexte national et local a connu d'importantes évolutions. Dans un premier temps, au cours de la période 1997 à 2007, les politiques de prévention de la délinquance se sont progressivement institutionnalisées. Différentes initiatives ont permis de mieux préciser les responsabilités des acteurs et celles des différentes instances décisionnelles. La contractualisation en matière de sécurité, contrats locaux de sécurité, la mise en place d'une instance de pilotage politique, comité interministériel de prévention de la délinquance et de financement dédié, fonds interministériel de prévention de la délinquance, une stratégie nationale de prévention de la délinquance et de plans déclinés au niveau départemental, conseils départementaux de prévention de la délinquance, de structures communales ou intercommunales de pilotage local, conseils locaux et intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance, mais aussi l'identification des compétences des différents acteurs avec la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et l'entrée en vigueur un code de la sécurité intérieure, 2012. Dans ce cadre de plus en plus structuré, les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale, EPCI, ont été davantage sollicités dans la construction et l'animation des politiques publiques, mais aussi dans la mobilisation de moyens sur leur territoire. Police municipale, vidéosurveillance, agents de médiation sociale, financement d'associations, etc. Dans les grandes agglomérations se pose en outre la question de la cohérence territoriale de ces politiques qui sont déployées sur de larges bassins de vie, à différents niveaux territoriaux. La rue, voire la barre d'immeubles, le quartier, le réseau de transport, une ou plusieurs communes. La recherche de mutualisation, dans un cadre budgétaire contraint, concerne notamment les EPCI qui disposent désormais, pour la plupart, de compétences reconnues par le Code général des collectivités territoriales pour partager des objectifs et des moyens, mais aussi pour piloter ces politiques dans un cadre partenarial, avec la possibilité de mettre en place un Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, CISPD. Dans un second temps, depuis 2007, les réponses à la délinquance sont entrées dans une période si ce n'est de relégation au moins d'essoufflement, qui s'explique par la conjonction, d'une part, de l'absence de volontarisme des gouvernements qui se sont succédés, d'autre part par la montée en puissance du phénomène terroriste. La délinquance a été un thème politique majeur dans les années 1990 et au début des années 2000, au centre des campagnes électorales, mais aussi de l'action publique, en donnant lieu à différents dispositifs plus ou moins éphémères et souvent empilés. Même si la problématique n'a en rien perdu de son actualité, avec un niveau de délinquance relativement stable et préoccupant, on assiste bel et bien à un reflux de cette mobilisation au lendemain de l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République, 2007. Ce dernier, après s'être fait le chantre de la lutte contre la délinquance au service d'une ambition nationale non dissimulée, a progressivement relâché la pression sur ce secteur de l'action publique qu'il avait pourtant placé au centre de ses engagements. Ce moindre intérêt pour les questions de sécurité se retrouve manifestement chez son successeur François Hollande, 2012, en dépit de quelques velléités de la part de son ambitieux ministre de l'Intérieur Manuel Valls, avec le dispositif des zones de sécurité prioritaires, au moins jusqu'à ce que ce dernier accède à la fonction de Premier ministre. Plus récemment, la lutte contre la délinquance apparaît comme un thème relativement secondaire dans les propositions du candidat Macron, devenu président de la République dans un contexte électoral si particulier 2017, avec comme seule action significative la relance non assumée et largement édulcorée d'une logique de police de proximité, rebaptisée police de sécurité du quotidien, PSQ.
Aussi, depuis une dizaine d'années, le thème de la réponse à la délinquance, qui a pu servir de tremplin à des responsables politiques dans leur tentative de conquête du pouvoir, Lionel Jospin, Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, est devenu relativement secondaire. Comme le montre le domaine de la vidéosurveillance-vidéoprotection, les débats et controverses se sont largement atténués, dans un contexte également de régression et de moindre visibilité médiatique des épisodes les plus spectaculaires de violences urbaines. Aussi assistons sur le terrain des politiques publiques de sécurité à une mobilisation atténuée, pour ne pas dire faible, avec de fortes disparités selon les territoires. Les conseils locaux et intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance sont entrés dans une logique de fonctionnement régulier, souvent routinier, qui se traduit concrètement, dans la plupart des cas, et dans une logique bureaucratique, par l'organisation annuelle de grandes messes réunissant les différents partenaires et la mise en œuvre mécanique d'actions peu innovantes. Cette inertie se retrouve pleinement au niveau des préfectures, avec là aussi la même démarche routinière, dans un quotidien où se multiplient, entre deux visites ministérielles, les priorités et les actions les plus diverses, et dans lequel, à défaut d'une impulsion significative de la part du pouvoir central, la préoccupation en matière de sécurité se situe dans la gestion des problèmes d'ordre public et le souci de cantonner le niveau d'insécurité dans des proportions qui ne sont pas susceptibles d'attirer l'attention du ministère de l'Intérieur et des médias. On peut donc parler d'une forme de léthargie en ce domaine, du fait d'une absence d'impulsion claire de la part du pouvoir central, qui prendrait la forme d'un nouveau dispositif et de nouvelles orientations. Les pouvoirs périphériques demeurent, par-delà les élans de décentralisation et quelques exceptions locales, dans l'attente d'instructions précises, voire impératives, de la part de l'État qui reste le principal acteur de la sécurité. À défaut de cette impulsion étatique centrale sur les communes et leurs regroupements et les préfectures, ce creux manifeste, qui contraste avec le volontarisme des années 1990 et du début des années 2000, risque fort de se poursuivre inlassablement. Il doit également être mis en relation avec la structuration croissante d'un secteur et d'un marché privé de la sécurité, aujourd'hui mieux encadré, dont les acteurs mettent en œuvre des missions autrefois dévolues au service public. La volonté exprimée récemment par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb de repenser le continuum de sécurité, ainsi que les propositions formulées par le rapport parlementaire commandité par le Premier ministre Édouard Philippe sur cette thématique, Toureau et Fauvergue 2018, pose bien cet enjeu de la place de chacun des acteurs de sécurité, qu'ils soient nationaux, police, gendarmerie, douane ou locaux, maires et présidents des établissements publics de coopération intercommunale, police municipale, publique ou privée. Pour autant, cette nouvelle complexité de l'action publique et la multiplication de ses acteurs et niveaux de gouvernance ne semble pas encore se traduire par un cadre à la fois partagé, toujours lisible et efficient. La multiplication des régimes de droit et leur complexification, l'éclatement des commanditaires et des prestataires, publics et privés, nationaux et locaux, les demandes toujours plus ambivalentes des citoyens, les modes de financement éclatés, les rapports de pouvoir entre acteurs, mais aussi le déficit d'expertise conduisent souvent à des politiques guidées par l'urgence et ou l'intérêt bien compris de leurs acteurs. Ces dernières sont plus rarement guidées par une volonté de connaître, d'expérimenter, d'évaluer et d'ajuster l'action publique en lui permettant d'échapper à une trop stricte logique de marketing politique. Les problèmes de délinquance, dans leur diversité, continuent pourtant fortement à dégrader le cadre de vie de nos concitoyens, que ce soit dans l'espace public et les réseaux de transport, mais aussi dans l'intimité du domicile, avec la persistance de violences intrafamiliales, domestiques. À cet égard, les mobilisations féministes actuelles, par-delà leurs outrances, comme la campagne de délation Croisillon, Balance ton porc, ont au moins le mérite de replacer sur l'agenda public la nécessaire mobilisation contre les violences de genre, produites par une idéologie dominante encore largement fondée sur une image dégradée des rapports entre les hommes et les femmes. La priorité légitimement donnée à la relance de la lutte contre les violences conjugales ne doit pour autant pas se circonscrire à ce domaine ô combien important, mais devrait plus largement concerner l'ensemble des violences sur les personnes, notamment les enfants, mais aussi les aînés, avec la question de la maltraitance des personnes âgées en lien avec le développement des situations de dépendance. Sur un autre plan, celui des atteintes aux biens,
La prolifération des incivilités et des cambriolages devrait également inciter la puissance publique à envisager de nouvelles formes de mobilisation et de partenariat, afin de prévenir et de lutter contre des méfaits qui affectent le quotidien de nos concitoyens. Cette mise entre parenthèses de l'élan impulsé dès la fin des années 1970, notamment à la lumière des orientations du rapport Perfit 1977, s'explique aussi par le retour en force depuis 2015 de la menace terroriste, objet d'une attention et d'une mobilisation médiatico-politique qui ont conduit par certains côtés à éclipser les autres problématiques sécuritaires. Ainsi, en 2017, une enquête réalisée par l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, enquête INEGI, cadre de vie et sécurité, révèle que si 32% des personnes interrogées considèrent le terrorisme comme leur préoccupation principale, ils ne sont que 9% à évoquer alors la délinquance, 14% en 2014, Enquête indiquant par ailleurs une persistance des préoccupations en matière de chômage, 23% et de pauvreté, 13%. Les attentats contre Charlie Hebdo, puis contre le Bataclan et le Stade de France ont conduit à faire de la lutte antiterroriste un axe central non seulement de la politique de défense, mais aussi de la politique de sécurité intérieure, en induisant si ce n'est une confusion ou un amalgame, au moins une continuité entre les deux volets de la sécurité, interne-externe, ce que traduit la notion ambiguë mais désormais instituée de sécurité nationale. Le terrorisme est depuis lors au centre des mobilisations collectives, avec notamment un appel massif aux forces armées pour des missions de surveillance, opération Sentinelle, et le développement des actions de prévention dans le cadre de la lutte contre la radicalisation. Les politiques de prévention ont d'ailleurs été mises à contribution, avec des ajouts missionnels et des changements d'intitulé hautement significatifs au niveau du Comité interministériel de prévention de la délinquance et du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, devenu, depuis le décret du 6 mai 2016, le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, CIPDR, et le Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, FIPDR, les conseils locaux et intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance ayant été invités à inscrire dans leurs actions cette lutte contre la radicalisation politico-religieuse de type islamiste. Par la menace qu'il représente pour les valeurs démocratiques et humanistes, mais aussi par sa capacité à semer et entretenir l'effroi et la terreur, notamment à l'heure des réseaux sociaux et des chaînes d'information continue, le terrorisme monopolise aujourd'hui le champ sécuritaire. En tout état de cause, le passage antérieur de la plupart des terroristes dans des réseaux de délinquance et dans le système carcéral, mais aussi le lien qu'il convient d'établir entre les mécanismes de radicalisation et les autres entreprises criminelles tirant argument de la faiblesse psychologique et des carences éducatives et affectives démontre, s'il en était besoin, la porosité de la frontière entre terrorisme et délinquance, avec alors la nécessité inscrire la lutte contre le fléau terroriste dans une politique plus globale de réponse à la délinquance. 3. Expertise et méthodologie de la sécurité urbaine. Dans ce contexte particulier, la question de l'expertise mobilisable en matière de sécurité demeure un impensé. Elle est d'ailleurs souvent sous-traitée à des cabinets privés dont la légitimité est faible, l'inscription sur le territoire éphémère et les coûts d'intervention élevés. L'enjeu est donc aujourd'hui moins de coproduire de la sécurité, une culture partenariale s'étant développée sur ces questions, que de travailler à la structuration d'une expertise indépendante et transversale, mais aussi davantage articulée à l'action territoriale. De ce point de vue, la mise en place des agences d'urbanisme, depuis les années 1960, constitue un exemple de structuration d'une expertise locale appliquée au domaine de l'urbain. Néanmoins, à de très rares exceptions, comme l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France, ces agences n'ont pas intégré les problématiques de délinquance et de sécurité dans leur agenda de travail. L'expertise s'est donc structurée ailleurs. Au niveau central, l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure, IHESI, devenu depuis l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, INEGI, a un temps joué ce rôle lors du lancement des contrats locaux de sécurité. De même, les associations de collectivités territoriales,
tels que l'Association des maires de France, AMF, ou les réseaux de villes, dont les forums S français et européens pour la sécurité urbaine, FFSU et FESU, participent à structurer des positions et des pratiques pouvant être mobilisées pour la fabrique de l'action publique locale. L'expertise de l'université constitue une autre voie potentielle. Ainsi, plusieurs pôles de recherche universitaires, recouvrant diverses disciplines, sociologie, psychologie, sciences politiques, droit, etc., se sont constitués, Toulouse, Grenoble, Nice, etc. Ils ont déployé un certain nombre de travaux qui ont pu bénéficier, plus ou moins directement, à la réflexion sur l'action publique menée dans les domaines de la sécurité et de la justice. La logique de la recherche académique ne saurait pourtant se confondre avec celle de l'expertise et vice-versa. Cependant, des ponts peuvent être construits car l'une et l'autre permettent de jeter un regard complémentaire sur l'action publique. De fait, même si elle n'en a pas toujours conscience, l'université est souvent capable de fournir une expertise à la fois engagée et distanciée, pour reprendre la formule de Norbert Elias, bénéficiant directement aux acteurs locaux, pour peu qu'un cadre de travail cohérent et partagé soit construit avec ces derniers. Dès lors, c'est à une dialectique et à une dynamique entre les acteurs du champ politique, de celui des professionnels et de celui des experts qu'il faut renvoyer pour construire l'action publique sur ces questions, qui prend des formes d'autant plus complexes qu'elle doit s'articuler, dans le cadre d'une société démocratique, avec des citoyens et des corps intermédiaires, mais aussi se bâtir dans l'arène des médias et des réseaux sociaux. Dans ce contexte, des liens cohérents entre plusieurs grandes fonctions doivent pouvoir se construire et se renforcer. Politique décisionnelle. Technique opérationnelle. Recherche-évaluation. Démocratique participatif. Le niveau recherche-évaluation, qui nous intéresse plus particulièrement dans le cadre de cet ouvrage, s'il veut être un apport spécifique à l'expertise publique, doit être positionné de façon neutre, c'est-à-dire produire des données avec la plus grande indépendance. Les commanditaires d'une étude peuvent toujours décider, au regard de variables techniques ou politiques qui leur sont propres, de la portée et de l'utilisation à donner aux résultats. Néanmoins, une recherche ou une évaluation doit conserver son caractère de neutralité et veiller à ne pas être instrumentalisée à des fins qui ne sont pas celles qui ont été négociées lors du cadrage initial de l'étude. En appui aux acteurs politiques et techniques locaux, c'est-à-dire à l'écoute permanente de leurs questionnements spécifiques, de leurs particularités territoriales, de manière à pouvoir jouer un rôle de passerelle entre les fonctions de recherche-évaluation et celles de décision technique et politique. Démocratique et ouvert à la société, c'est-à-dire visant à faire partager les résultats et à soumettre ces derniers à des formes de débat public en dehors de toute dimension marchande. Cet ouvrage ne constitue ni la restitution d'une étude scientifique, ni un rapport d'expertise. En revanche, il se concentre sur ce qui est commun à l'un et à l'autre. La construction d'un certain nombre de savoirs hybrides sur la délinquance et les politiques publiques de sécurité, mobilisés comme substrat pour des recherches universitaires et pouvant être employés parallèlement dans les activités d'expertise publique. Il aborde un certain nombre d'entrées méthodologiques mobilisant autant l'apostrophe universitaire que l'expert, qui se pose souvent des questions similaires sur l'évaluation de la délinquance et sur les instruments de mesure et de représentation de cette dernière, chiffres, cartes, tableaux de bord, etc. Les deux professions sont également réunies par l'action publique en train de se faire. Ainsi, l'expert mobilisera des savoirs universitaires et réciproquement, l'universitaire, des savoirs experts. Cette porosité relative des savoirs et leur hybridation sont particulièrement apparentes lors de la mise en œuvre des démarches de diagnostic, d'audit et d'évaluation de l'action publique. Dans une perspective pratique et didactique centrée sur l'expérience, les méthodologies de la sécurité urbaine, présentées ici, ont pour ambition de préciser les conditions d'une connaissance éclairée des réalités de terrain, mais aussi de forger la capacité à repérer les limites des ressources, outils et acteurs, dans la perspective d'une meilleure gestion quotidienne des problématiques et d'un partenariat plus opérant. Cette démarche a conduit à explorer toute une série de questionnements. Comment appréhender l'insécurité et la victimation ? Quelles sont les modalités de diffusion de l'information auprès des acteurs des dispositifs de prévention ? Quelles sont les précautions à prendre avec les chiffres de la délinquance ? Quelles sont les étapes pour réaliser un diagnostic local de sécurité ?
À quoi sert un observatoire local de la délinquance? Quels sont les outils opérants pour évaluer les politiques de prévention de la délinquance? En bref, comment impulser une réflexion fondée sur des faits tendant à la construction de savoirs objectivés et partagés, et débouchant sur un partenariat constructif, le tout pour une politique de sécurité et de prévention adaptée aux enjeux des territoires? Après avoir évoqué les ressources statistiques, chapitre 1, et cartographiques, chapitre 2, utilisées pour identifier les phénomènes d'insécurité, ainsi que celles obtenues en utilisant la population comme source de données, chapitre 3, seront abordés les outils d'ingénierie des dispositifs de sécurité, chapitre 4, et d'évaluation des politiques de prévention de la délinquance, chapitre 5. Enfin, une attention particulière sera portée aux moyens d'expertise mobilisables en ce domaine, chapitre 6. Chapitre 1, l'analyse statistique de la délinquance. Même s'ils en font un usage différent, le chercheur et le responsable politique ont en commun de tenter, avec des fortunes diverses, de quantifier et d'expliquer les variations de la délinquance. Pour le premier, il s'agit là de la transposition de l'idéal empirique de compréhension d'un phénomène social pour laquelle il ne pourrait se passer de la méthode statistique, Heron, 1984. Pour le second, l'objectif est de disposer de matériaux chiffrés susceptibles d'être exploités à des fins d'évaluation ou de justification des politiques publiques. La primauté accordée aux instruments policiers de mesure a conduit à associer étroitement l'action des services de police et les variations enregistrées des phénomènes de délinquance. Ainsi s'est construit un système doublement pervers. D'une part, l'action policière a été perçue comme constituant la variable explicative majeure, sinon unique, d'un phénomène global, la délinquance, sur lequel elle n'a pourtant qu'une incidence incertaine. D'autre part, l'évaluation de la police s'est uniquement centrée sur les indicateurs de variation, à la hausse et à la baisse, de la délinquance, laissant de côté d'autres modalités de mesure des effets du travail policier. Mesurer l'insécurité dite objective conduit à recourir à ces instruments toujours imparfaits, que constituent les statistiques criminelles, à la fois revendiquées et controversées, Padieu, 2012. Afin de dresser les comptes du crime, Robert, Aubusson de Cavalet, Potier et Tournier, 1994, ou d'ordonner le désordre, Octeau, Freinet et Varly, 2002, on recourt principalement, en France comme ailleurs, aux documents statistiques émanant des services de police. Afin de saisir les enjeux associés à cette manipulation des chiffres, au double sens du terme, tenir entre ses mains, et utiliser de façon malhonnête, on se propose d'abord de faire un détour par les États-Unis. Saisir les variations de l'insécurité avec ce type d'indicateur n'est pas chose aisée, comme le montrent les tentatives d'explication de la baisse spectaculaire de la délinquance à New York dans les années 1990. Pour revenir ensuite à la situation française, la question des chiffres de la délinquance demeure toujours complexe, compte tenu des limites intrinsèques à l'interprétation de ces données, mais aussi de leur mobilisation dans le cadre d'une politique du chiffre tenant lieu d'instruments très imparfaits d'évaluation de l'efficacité des services de police. 1. La difficulté d'expliquer les variations de la délinquance, le reflux spectaculaire de la criminalité à New York, 1993 à 2000. Vous ne devez parler à personne dans la rue, sinon on ne vous laissera partir que rossé et battu. Si vous entrez dans un hôtel, prenez des précautions dignes d'un militaire. Ce jugement pour le moins inquiétant que Stevenson porte sur le New York de la fin du XIXe siècle, symbolise bien la mauvaise réputation dont a pâti pendant très longtemps cette ville, inévitablement dépeinte et considérée dans le sillage de Chicago du temps de la Prohibition, comme la capitale du crime, de la violence et de la corruption, comme une mégalopole en proie à une misère et à une précarisation sans précédent, dans laquelle le phénomène des homeless est devenu une partie intégrante du folklore. Sharin et Book, 1994. Les séries télévisées comme Law & Order, NYPD Blue et Brooklyn South ont contribué à diffuser cette impression d'insécurité totale et chronique, de dégradation et de torpeur sur fond de marasme économique et d'accentuation des inégalités sociales. Il en va de même du photographe Leonard Fried, suivant les policiers pas à pas, cliché après cliché, dans leur parcours quotidien au milieu de la violence et du sordide, Fried, 1990, et du romancier Herbert Lieberman dans le sinistre tableau qu'il dresse de Nécropolis, Lieberman, 1976.
A. Le miracle new-yorkais. Aussi l'idée de miracle new-yorkais, et les superlatifs qui l'ont accompagné s'expliquent pour l'essentiel, par le contraste saisissant entre cette image de ville sauvage, Charine 1994, de jungle urbaine popularisée par ses représentations, et le New York d'aujourd'hui apparemment pacifié, sécurisé, abstraction faite, bien évidemment, du traumatisme causé par les attentats du 11 septembre 2001. Jusqu'à ce que la folie terroriste vienne frapper le World Trade Center, cette métamorphose n'en constituait pas moins une réalité bien tangible que l'observateur éclairé, comme l'homme de la rue, pouvait constater à chaque instant lorsqu'il cheminait dans le quadrillage de rues et d'avenues, lorsqu'il prenait le métro ou encore regagnait son domicile. Avant d'être un phénomène politique, médiatique et statistique, le recul de l'insécurité dans cette métropole multiculturelle s'est manifesté dans le quotidien des populations. Sur un plan chiffré, sur la base des 7 types d'infractions répertoriés par le FBI, le niveau de criminalité a baissé de 57% entre 1993 et 2000, cette évolution étant particulièrement significative en matière d'homicides dont le nombre a été divisé par 3. Encore quelques chiffres pour illustrer cette compression du phénomène délinquant. Dans le quartier de Brownsville, Brooklyn, entre 1990 et 1996, les homicides ont régressé de 43%, cette baisse étant de 34% pour les viols, 65% pour les vols, 44% pour les agressions, 58% pour les cambriolages, 67% pour les vols de véhicules. Jones Brown in Carmen, 1998. Dans la hiérarchie criminelle des 75 métropoles américaines établies par le FBI, Big Apple arrivait, en 1996, à la 29e position pour les atteintes contre les personnes et à la 72e place s'agissant des atteintes contre les biens. En 2000, le volume de faits de délinquance constatés à New York représentait la moitié de ce qu'il était 30 années auparavant. Et de préciser que ce mouvement de baisse s'est poursuivi au cours des années suivantes, de telle sorte que le nombre de faits de délinquance constatés en 2017 au niveau des 7 indicateurs précités ne représente que le quart de ce qui avait été enregistré en 1993. Source City of New York et NYPD Compsta. La matérialité, le retentissement, l'ampleur de ce phénomène concourt à rendre délicate toute entreprise d'explication. Au rang des principaux facteurs avancés pour expliquer cette déflation du crime, il y a la mise en œuvre d'un nouveau modèle policier incarné par l'ancien chef, commissioner, de la police new-yorkaise, le NYPD, New York Police Department, William Bratton, 1998. Au-delà des stratégies de harcèlement des auteurs de petits délits et d'incivilité, Quality of Life Policing ou pour ses détracteurs, Zero Tolerance Policing, ce dernier révolutionna véritablement l'organisation du NYPD en développant un nouveau management policier reposant sur 2 piliers. Le re-engineering et le CompSTA, 2003. L'impact exact de ces stratégies et pratiques policières dans cette régression importante intervenant, il est vrai, après une brusque ascension au milieu des années 1980, demeure une question controversée, Manning, 2001. Cette question de l'incidence des politiques policières sur le niveau de délinquance, loin d'être clairement tranchée par des investigations empiriques et des données irréfutables, donne lieu à d'importants débats, certains criminologues estimant même que l'appareil policier n'a guère de prise directe sur l'ampleur de la délinquance, avec le constat selon lequel l'effectivité exacte de la fonction policière pourrait bien relever davantage du domaine symbolique, Wilson et Boland 1978, Bailey 1996. Ainsi, la baisse importante de la criminalité à New York avait déjà débuté avant la mise en œuvre de ces nouvelles stratégies policières. De même, elle s'était fait sentir dans l'ensemble de l'Amérique du Nord. Au-delà de l'impact exact des stratégies policières, Zimring, 2007, les analyses conduites pour expliquer cette baisse pointent une pluralité de facteurs, qu'ils soient d'ordre démographique, apparition d'un creux dans la classe d'âge des 15 à 25 ans nettement la plus criminogène, économique, émergence d'une reprise ayant permis la création de milliers d'emplois, judiciaire, effet à court terme des mesures d', incarcération en augmentation importante, mais aussi socioculturelle. La diminution considérable de la pression délinquante résulte également d'une mobilisation sociétale, qui s'est traduite par des actions de prévention sociale, communautaire et situationnelle. Ainsi, le secteur de la sécurité privée a connu un développement considérable,
avec notamment la mise en place d'une cinquantaine de polices privées, les Business Improvement District, BID, créés par des propriétaires et des entrepreneurs, Grand Central Partnership, Times Square BID, etc., pour effectuer des actions de gardiennage, d'îlotage, mais aussi de défense des intérêts et d'aménagement urbain, Houston 1997, Vosges 1999. Plus généralement, les actions de rénovation des quartiers, engagées d'ailleurs à partir du début des années 1980, notamment dans le Bronx, avec le Housing Project se traduisant par la construction de maisons familiales à la place d'immeubles collectifs insalubres et de terrains vagues, les efforts déployés par les habitants pour prévenir les actes de violence, comités d'habitants, associations de quartier, ainsi qu'une certaine prise de conscience chez les jeunes de l'ampleur de l'hécatombe provoquée par les drogues, l'alcool et les armes à feu, diminution de la consommation de crack et des actes de violence entre gangs, contribuent également, au quotidien et à l'écart des déclarations politiciennes et des agitations médiatiques, à donner une existence concrète, une consistance humaine à ce miracle new-yorkais. Cette réduction de la criminalité dans les grandes villes américaines a profité à l'ensemble des catégories sociales, même les plus défavorisées, et a favorisé un processus de rénovation urbaine, Sharkey, 2018. B. The Crime Numbers Game, Management by Manipulation. Des accusations de manipulation sont toutefois apparues à la faveur de certains témoignages de policiers relayés par la presse et de la parution d'un ouvrage au titre évocateur, The Crime Numbers Game, Management by Manipulation, Eterno et Silverman 2012. Ses auteurs, un ancien capitaine du NYPD reconverti en universitaire et un professeur retraité auteur du livre de référence sur les mutations et succès du NYPD dans les années 1990, Silverman, 1999, émettent de sérieuses réserves sur la réalité de cette baisse de la délinquance, qui s'expliquerait également par une tendance au bidonnage des données enregistrées dans le système CompSTA. Ces accusations se fondent sur une recherche effectuée sous la forme d'un questionnaire adressé par email à 4069 policiers du NYPD, ayant pris leur retraite depuis 1941, complété par une trentaine d'entretiens. Environ la moitié d'entre eux, 1962, soit 48%, a répondu au questionnaire, dont 871 ayant quitté le service depuis 2002. L'analyse des réponses révèle un accroissement significatif, depuis 2002, des pratiques récurrentes de manipulation des statistiques, enregistrement des faits rapportés dans des catégories non comptabilisées, découragement des personnes à déposer des plaintes, etc. À partir de ces éléments, les auteurs considèrent que le nombre de faits de délinquance comptabilisés serait d'au moins 13% inférieur à la réalité, soit, en 2011, 14 398 faits qu'il conviendrait alors d'ajouter aux 107 182 faits officiellement retenus dans le système CompSTA. En d'autres termes, la poursuite du mouvement de baisse significative amorcé dans les années 1990 résulterait en grande partie d'une accentuation des pratiques de manipulation statistique. Cette recherche d'Eterno et Silverman a cependant fait l'objet de critiques, notamment au niveau de la méthodologie d'enquête, le questionnaire n'ayant été adressé qu'à un nombre réduit de policiers du NYPD ayant pris leur retraite, de telle sorte qu'il est possible de s'interroger sur la représentativité de l'échantillon obtenu avec les personnes ayant accepté de répondre. Une recension de l'ouvrage de F. Zimring, The Cities That Became Safe 2012, et de celui de J.E. Eterno et E.B. Silverman, The Crime Numbers Game 2012, souligne que les véritables causes de la baisse de la délinquance à New York continuent de préserver une part de mystère, de Maillard 2013. Les deux ouvrages mettent en effet l'accent sur des variables différentes pour expliquer le déclin de la délinquance, les stratégies policières pour le premier, la pression politique et la manipulation statistique pour le second. Ils pointent la difficulté d'accès aux données du NYPD et la faiblesse des informations disponibles qui permettraient de comprendre comment certaines stratégies policières, CompStat, Hotspot Policing, etc., ont pu être précisément déployées. Les stratégies policières du NYPD ont été concrètement plutôt éloignées de la mise en œuvre de la théorie de la vitre brisée, qui sera évoquée dans le chapitre suivant, qui leur a servi d'arrière-plan idéologique. La lutte contre les petits désordres n'aurait ainsi été que cosmétique, la stratégie générale reposant finalement sur l'action des forces de police.
Si ces stratégies agressives ont permis de reprendre le contrôle des rues et de lutter efficacement contre les trafics de drogue qui s'y déroulaient, elles ont néanmoins eu pour conséquence de multiplier les pratiques de contrôle, les arrestations et les incarcérations, en visant surtout les minorités et en affaiblissant la légitimité de l'appareil policier. Elles se sont traduites par la mise en œuvre d'un management policier, donnant lieu à de nombreuses brutalités et atteintes aux droits fondamentaux, McArdle et Hertzson, 2001, dans lequel les chiffres de la délinquance sont devenus l'alpha et l'oméga du jugement porté sur l'activité des services de police. Ce mode de gestion a pu encourager alors diverses stratégies de manipulation des chiffres. Ce détour new-yorkais souligne bien la difficulté pour établir un lien direct et univoque entre action policière et évolution de la criminalité saisie par la médiation d'instruments statistiques. Il invite ainsi tous les acteurs, décisionnaires et professionnels, à demeurer prudents sur l'impact effectif de leurs actions et sur les tentations de l'instrumentalisation des chiffres à des fins, explicites ou implicites, de légitimation. Ainsi, toute étude fondée sur l'analyse des chiffres de la délinquance doit se prémunir contre cette tentation. Le débat français n'échappe pas non plus à ces questions, et il reste encore un long chemin à parcourir pour que se développe une véritable culture d'analyse fondée sur une approche raisonnée et critique de ces données statistiques. 2. Les sources policières de la délinquance. En France, les premiers comptes des crimes ont été construits sur la base des statistiques judiciaires, Compte général annuel de la justice, qui existe depuis 1825, Bourgoin 2008. Ces chiffres produits par le système judiciaire et complétés utilement par les statistiques pénitentiaires ont été éclipsés dans la période contemporaine par ceux, situés en amont de la justice pénale et au plus près du passage à l'acte, émanant de la police et de la gendarmerie. Les données émises par la justice, nombre de poursuites et de condamnations, montrent, il est vrai, rapidement leurs limites quant à leur capacité à quantifier la délinquance. Avant d'engendrer la mise en cause d'une personne, une infraction doit d'abord être constatée et son auteur identifié. Or, en moyenne, en France, un tiers seulement des infractions constatées passent au stade de l'élucidation, avec des différences notables selon les types d'infractions. Les chiffres émanant de la justice rendent compte de l'activité judiciaire, mais avec un décalage temporel certain. Ici encore, l'ensemble des mises en cause ne sont pas transmises au parquet qui lui-même n'engage des poursuites que pour un nombre restreint d'affaires. Si la réponse pénale se situe statistiquement à un taux très élevé, 90,7% en 2017, en augmentation significative ces dernières années, seulement moins d'une affaire sur deux donne lieu à poursuite devant une juridiction d'instruction ou de jugement, le reste étant des procédures alternatives aux poursuites, plus des 2/3 des affaires et de composition pénale ainsi que des classements sans suite, Lenoir et Gautron 2014. Par la suite, en moyenne, seulement 1/5 des affaires effectivement poursuivies aboutissent à des condamnations qui ne sont pas forcément exécutées, surtout pour les peines de détention inférieures à 2 ans, certains commentateurs faisant état du fait que seulement la moitié de ce type de peine serait finalement exécutée. Quand elle intervient, cette exécution est souvent, qui plus est, différée dans le temps. Ainsi, s'agissant des peines de détention, seulement moins d'un tiers est exécuté immédiatement après l'audience. Depuis les années 1970, l'interprétation des évolutions des phénomènes de délinquance s'appuie principalement sur les données produites par l'appareil policier qui a rapidement développé un quasi-monopole en la matière, au détriment des statistiques judiciaires et autres sources de données. Sur la base des faiblesses et limites méthodologiques de ces sources policières, diverses tentatives ont cependant mis en débat ce monopole avec, on le verra, la mobilisation d'autres sources et le développement d'enquêtes centrées sur les victimes. A. L'État 4001. Les statistiques policières sont établies, en France, à partir des faits constatés, c'est-à-dire ayant donné lieu à une transmission au parquet à la suite de plaintes de citoyens, activité réactive, ou à l'initiative des forces de police ou de gendarmerie, activité proactive. Les données de cet État 4001 ont été diffusées annuellement, depuis 1972, d'abord par le... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.